Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. C'est Mansour Kamardine qui est sur le plateau de KTV ce matin. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Vous avez toujours eu des positions très tranchées sur ce que l'on vit aujourd'hui. Certains disent que vous êtes un visionnaire, vous l'aviez déjà évoqué, dit et même écrit il y a de ça quelques années. Ça veut dire quoi, que vous étiez en avance sur votre temps pour faire de la politique ? Non, je crois que il suffit de regarder les évolutions, prendre un peu de temps dans l'analyse des choses et c'est tout. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de l'ENA pour comprendre ce qui allait se passer, ce qui se passe aujourd'hui. Alors on a vu, et je me dois de vous poser la question, Mansour Kamardine, ces vidéos qui ont circulé sur Internet, qui ont été tournées à Anjouan par certaines personnes, qui a priori ont même été identifiées parce qu'elles se présentent, elles donnent leur nom, où elles profèrent ces personnes des menaces contre vous, contre Darwesh, un journaliste de Mayotte Première, nos confrères. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous fait peur ? Non, pas du tout. Moi, personne ne me fera peur à Mayotte. Enfin, il y a des propos qui sont tenus, qui sont durs quand même, Mansour. Oui, mais vous savez, le jour où je mourrai un martyr pour la cause de Mahorais, je serai fier parce que j'irai directement au paradis. Donc, ça ne m'inquiète pas. Et de vous à moi, je ne me suis jamais posé cette question en plus de 30 ans de combat politique. J'ai eu des menaces de tout temps. Mais jamais ça ne m'est venu à l'idée de me dire mais qu'adviendrai-je, est-ce que je serai assassiné, machin, ça ne m'est jamais arrivé. Et ce n'est pas aujourd'hui que parce que je dis le ras-le-bol, ou j'exprime le ras-le-bol de l'ensemble de la population, je dis bien de l'ensemble de la population de Mayotte, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit Mzungu ou Mahorais, qu'on soit originaire des îles, tous ceux qui sont ici en situation régulière, ces Français dont on nous parle, tout ce monde-là a ras-le-bol des agressions, des atteintes à leurs droits en permanence sans que personne n'ait à dire. Alors oui, je défends cette cause-là parce qu'elle me paraît juste, comme hier j'ai défendu la cause de la départementalisation. Et rien ne m'arrêtera, rien ne m'empêchera de dire ce que les Mahorais pensent dans disons dans les agressions et les atteintes dont ils sont l'objet. Alors vos proches s'inquiètent pour vous également. Oui, ça c'est vrai. Il y a même des concurrents à vous qui s'inquiètent et qui vous ont appelé si les informations sont justes. C'est vrai. Notamment Ibrahim Aboubacar. C'est vrai. Le député Ibrahim Aboubacar m'a appelé quand il a vu tout ça pour m'exprimer son affection. J'en suis très 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 touché. Mais comme à vous, je lui ai dit naturellement que j'étais très sensible à sa démarche, mais on n'a pas à s'inquiéter parce que j'ai l'intime conviction que je défends une cause juste. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour parler des menaces dont je suis l'objet. Je suis venu aujourd'hui parler des choses plutôt, de rechercher avec les uns et les autres les solutions qui nous permettront de remonter cette crise. Alors justement, ces solutions que vous proposez aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a ce qu'on vit aujourd'hui sur la place de la République. Vous avez peut-être entendu effectivement les déclarations des différentes associations qui encadrent ces personnes sur la place de la République. Vous avez pu vous entretenir avec eux dans un débat un peu agité sur la terrasse. Oui, mais toujours, c'est toujours comme ça. Empreint de passion et de fougue. De passion et de fougue, mais aussi de respect mutuel. Tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de la situation de la place de la République ? On nous parle de Galles, on nous parle de conditions sanitaires pitoyables, déplorables. On parle d'enfants instrumentalisés. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Je retiendrai les enfants instrumentalisés. Les images que nous avons eues hier sont indignes des organisateurs, des initiateurs, des initiateurs, des instigateurs de cette démarche. Prendre des enfants en otage comme ça, c'est indigne. Moi, je voudrais rappeler aux associations qui fourmillent autour de la place de la République. Un enfant français doit vivre, c'est la condition, c'est le droit. Le droit des enfants dit que tout enfant a le droit de vivre auprès de ses parents. Donc ces enfants ont vocation à vivre auprès de leurs parents. Mais il n'y a pas de droit
pour un enfant français de vivre impérativement en France. Donc si les parents sont en situation irrégulière et si l'enfant est français, les parents en situation irrégulière peuvent partir, rentrer chez eux et amener leur enfant. Et l'enfant, il reste toujours français parce que la nationalité, c'est pas lié au lieu de résidence, c'est lié au statut de la personne. Et donc, c'est ainsi que nous avons, par exemple, aux Comores, des Français aux yeux bleus, aux cheveux châtains, qui sont là-bas, qui sont des Français, mais qui vivent avec leurs enfants. Et ça ne leur arrive en rien à leur qualité d'enfants français. Donc, les enfants français qui sont sur la place de la République, il faut qu'ils en sortent au plus vite. Et les parents n'ont pas vocation forcément à être régularisés et à rester parce qu'ils ont un enfant en sortent français. au plus vite, vous les mettez où? Alors imaginons, ça y est, vous avez les rênes, une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites? Et les parents qui sont en situation irrégulière se dépêchent pour aller voir le préfet qui est dans une très bonne composition, si l'on en croit ses déclarations, qui les aidera à rentrer chez eux. En clair, vous leur dites, rentrez chez vous. Oui. C'est ça? Oui. Alors, les parents. Les parents, oui, accompagner les parents, des enfants. Ils accompagneront, ils prendront leurs enfants. Alors, pour certains, ces propos, ce que vous venez de dire, pour certains, sont considérés comme des propos racistes. Vous savez, il y a une justice pour ça. Oui. Ils peuvent aller à la justice. Si moi je dis quelqu'un qui est en situation irrégulière doit se dépêcher pour rentrer chez lui, je ne vois pas en quoi c'est raciste, oui. En quoi c'est xénophobe. Oui. C'est tout simplement l'application bête, peut-être méchante, mais l'application du droit. Alors, quand on est en situation irrégulière, on se dépêche de rentrer chez soi. Si on fait coller ça à la politique, parce que vous êtes le premier à le dire, il n'y a qu'un pas entre l'humanitaire et la politique, entre la politique et les situations que l'on vit aujourd'hui, notamment une forme de délinquance. Difficile d'y voir clair, politiquement parlant, à Mayotte. Tout le monde a le même discours. Aboubacar, il a presque un discours encore plus à droite que vous. Vous avez un discours évidemment bien à droite. Daniel Zaïdani, pardon pour l'expression, mais il s'est presque radicalisé à droite. Tani, l'avocat, le sénateur, aussi avec un discours très à droite. Politiquement, on n'y voit plus rien. C'est quoi le discours très à droite? Nous avons une situation que nous devons prendre en compte. Cette situation, c'est quoi? Hier, j'ai eu l'honneur de débattre avec le député Aboubacar sur la chaîne concurrente. Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme chiffre? Il nous a dit qu'il y a 70 000 personnes en situation irrégulière à Mayotte. 70 000. 70 000 personnes sur une population de 200 000, 240. C'est-à-dire plus de 40%. Mais nous savons que la population immigrée à Mayotte est au-delà de 52%. Ce n'est pas possible d'imaginer que l'on continue dans cette direction-là. Il faut infléchir la situation. Et je crois que c'est le constat que tout le monde, de gauche à droite, a fait. C'est tout. J'ai comparé la situation de Mayotte à la situation européenne et les Syriens. Nous avons eu, à la fin de l'année dernière, 1 million de populations syrienne, d'origine syrienne, qui a souhaité, notamment des migrants et là, qui se protégeaient qui fuyaient la guerre, pour aller s'installer en Europe, fuyaient la guerre, sur une population de 500 millions de population. Eh bien, l'Europe a dit non, on ne peut pas. Aujourd'hui encore, ils sont en débat pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ils ont fait une répartition entre les pays. Et la France, 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, gouvernée par la gauche. Il dit, moi je ne peux prendre que 20 000 sur 1 million. Je ne peux prendre que 20 000 sur une population de 65 millions de population et qui va être répartie sur l'ensemble des communes. Vous vous rendez compte? Et ici, sur un petit caillou de 374 km², 200 000 habitants, accueillir 70 000 pour prendre les chiffres que nous donnent ceux qui sont en responsabilité. 70 000, ce n'est pas possible. À cela s'ajoute, vous-même vous avez dit, c'est 20 000 titres qui sont, ou des demandes qui sont déposées chaque année. 20 000 titres de séjour. Des titres de séjour. Comment peut-on les accueillir? Et hier également, nous avons eu droit à des chiffres. On nous dit 35 000 titres circulent à Mayotte, titres réguliers. Où est-ce qu'on met tout ce petit monde? Eh bien, ce petit monde, on ne sait pas où le mettre. Ce petit monde est obligé d'utiliser le système D, c'est-à-dire de trouver un terrain en friche qui n'est pas occupé,
même s'il appartient à quelqu'un, de s'installer et de refuser de partir. Après, on vient nous parler quand on le demande de partir. Comme disait Fauzia Korji me disait très justement que les Mahorais n'ont chassé personne de Mayotte. Non. Ils ont demandé à ceux qui occupaient irrégulièrement leur terrain de partir de leur terrain. Donc il ne faut pas... Et peu importe la nationalité, qu'il soit finlandais, américain, allemand ou comorien. Mais bien sûr, moi-même, si je viens squatter votre terrain, vous ne me laisserez pas. Alors que moi aussi, je suis français, fier de l'être. Donc c'est ça l'enjeu. On pose la question. Après, effectivement, vient la question où les mettre. Et ça sera la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui gère. C'est une compétence régalienne de l'État et l'État nous a abreuvé de tout ça pendant plusieurs années. Il appartiendra après à l'État de faire ce qu'il voudra. Justement, l'État, parlons-en. Le nouveau préfet, Frédéric Vaux, a fait ses premières sorties médiatiques, conférences de presse, plateau chez nos confrères. Il était là hier matin, donc forcément vous avez entendu ces déclarations. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je l'ai même suivi avec beaucoup d'intérêt parce que je me suis dit que l'arrivée des nouveaux préfets, c'est probablement un signe d'une inflexion d'une politique qui a été désastreuse pour ce pays et qui est mise en place depuis 4 ans. J'ai entendu le discours, je veux juger aux actes. Nous lui donnons acte que le discours correspond globalement à ce qu'on aurait souhaité entendre depuis bien des années. Maintenant, nous attendons des actes. En attendant, notamment, j'ai noté avec satisfaction qu'il ait entendu nos propositions, qui consistent à dire il faut placer des équipes sur l'îlot de Mzamboro parce que là on est en contact direct. Maintenant il faut trouver les moyens, les bateaux qui vont avec pour aller intercepter et rendre étanche l'accès à Mayotte. Le jour où on réussira, notamment par exemple sur une période de 6 mois à 1 an, empêcher faire en sorte qu'aucun bateau, qu'aucun croissant n'arrive à Mayotte, à ce moment-là, je crois que tout le monde viendra sur la table pour discuter et là de l'humanitaire. Donc c'est le politique et l'action politique qui amènera l'humanitaire, donc faire en sorte que effectivement les gens viennent sur la table de négociation et de dire qu'est-ce qu'on peut faire, notamment pour ceux qui sont malades, parce qu'il faut les soigner. Et moi je suis tout à fait partisan que Mayotte soit à la pointe de l'action humanitaire. Mais l'action humanitaire, elle se fait là-bas, pas forcément de prendre tout le monde ici, et ceux qui auront besoin d'aller ici pour des raisons humanitaires, qu'ils puissent venir. Et puis après, il faudra donc renforcer les moyens. Et une fois qu'on aura rendu étanche là-bas, eh bien, il faudra que les camions, souvenez-vous, avant 2012, les camions de gendarmerie, on les croisait à la barge, avec plein de personnes qui ont été insertées, qui étaient en situation irrégulière. Pas une belle image, hein. Ah ben, il me semble, ces gens derrière des grilles dans des camions militaires. Si vous attendez des belles images, les belles images, c'est de faire en sorte, effectivement, notamment l'État comorien, qu'il fasse en sorte que les gens ne viennent pas et notamment qu'ils ne courent pas la mort dans le bras de mer qui sépare Mayotte en juin. Il ne faut pas non plus. Il faut que chacun, que les choses soient mises à leur place. La situation que nous vivons aujourd'hui, il y a quand même un responsable en amont qui s'appelle l'État comorien. Ensuite, il y a un deuxième responsable qui s'appelle l'État français. Ce ne sont pas les Mahorais. Il faut pas comme ça. Enfin, vous avez dit sur ce plateau-là qu'il y avait une partie de responsabilité qui revenait aux Mahorais et à nos élus. Et je leur ai dit encore, tous ceux qui ont donné les papiers, j'ai demandé à ceux, les papas qui ont reconnu 40 enfants, qu'on aille chercher ces enfants, qu'on les amène chez lui pour qu'ils les entretiennent et s'il ne le fait pas, qu'il assume ses responsabilités. Puisqu'il touche la CAF. Ainsi de suite. Oui, éventuellement. Et donc, également, ceux qui ont donné les papiers avec complaisance, là aussi, qu'ils les assument. Voilà, moi là-dessus, il n'y a pas de souci, mais de grâce, n'accusons pas, n'insultons pas les Mahorais qui ont démontré qu'ils avaient le cœur plus gros que le monde. Mais ils ne peuvent pas donner plus. Je crois aujourd'hui, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Les Mahorais disent, bah si vaut. Merci beaucoup Mansour Kamardine, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.